Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité. Pierre Mazot, bonjour. Bonjour. L'invité de la première émission de la saison. Alors votre vie, Pierre Mazot, votre parcours fait de vous une figure de la République, un acteur de la Ve République. Vous avez connu tous les présidents depuis le général de Gaulle. Vous avez été ministre des Sports sous Pompidou et Giscard, député, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous êtes aussi un alpiniste émérite. Vous avez dirigé la première expédition française qui a réussi à gravir l'Everest, dont vous avez atteint le sommet le 15 octobre 1978. Est-ce juste de dire que vous avez baigné dans votre enfance dans une ambiance tant sportive qu'intellectuelle, et puis qu'ensuite ça a eu des conséquences sur votre vie et sur votre parcours? Oui, mais c'est vrai que nous habitions Grenoble comme j'étais enfant. Mon père me baladait pas mal en montagne et m'a fait aimer la montagne. De même qu'il me faisait plus ou moins travailler en dehors de l'école, parce que j'étais pas très brillant dans mes études. Et par là même, ça m'a poussé, comme il était magistrat, à faire du droit. Et puis j'ai été content de faire du droit et de l'enseigner à mon tour. Voilà quoi. Faire du droit, enseigner, politique. Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre vie? La montagne. C'est ce que j'allais vous demander. Vous réussissez en politique ou à la montagne? En montagne. Je vous dis que j'ai eu des passions dans la vie, Ouais. mais la plus forte passion, ça a été la montagne. Et il y a quelque chose de commun entre l'alpinisme et la politique ou pas? Oui, dans la mesure où, quand on veut gravir un sommet, il faut avoir la volonté de le faire. Un petit peu quand on veut faire passer un texte parce qu'il correspond avec vos convictions, il faut avoir la même volonté. C'est pas toujours facile. Et c'est Mais toujours. on y arrive et j'y suis parvenu. Et c'est difficile ou pas? Dans un cas comme dans l'autre. Difficile? J'ai rencontré des moments agréables en montagne, de joie, et puis j'ai eu évidemment des grandes douleurs dans la mesure où j'ai perdu pas mal d'amis, quoi, En montagne. en montagne. Et après en politique. En politique, j'avais des amis, mais c'est pas la même amitié, mais j'avais des amis très chers. On connaît ceux avec qui j'étais très proche. Jacques Chirac, De par tous les exemple. partis politiques, Ouais. quels qu'ils soient. Je dois Ouais. dire que j'étais assez, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais dans une certaine mesure apprécié un peu à l'Assemblée nationale, où j'avais beaucoup d'amis dans toutes les formations, dans tous les groupes, si vous voulez. Et donc, et ces amitiés, elles vous ont servi? Elles vous ont marqué? Ces amitiés sont toujours restées, y compris avec mes amitiés politiques, sauf que, hélas, vu mon âge, vous imaginez bien qu'il y en a déjà un certain nombre qui étaient mes proches à l'époque, qui ont disparu. Il vous manque? Il vous manque? Sûrement. Bien sûr, mes copains de montagne, surtout ceux qui sont morts dans des courses que nous avons fait ensemble, ça a été très pénible pour moi. Mais j'ai également beaucoup de regrets d'avoir vu disparaître des amis politiques auxquels je pense beaucoup, dans quelques formations qu'ils appartenaient. Jacques Chirac? Hein? Jacques Chirac? J'aimais mon Jaco, ça c'est sûr, on le sait bien. J'ai débuté la vie politique avec lui. Lui était en Corrèze à Ussel et j'étais à Limoges, en Haute-Vienne. On a débuté ensemble. Il a merveilleusement réussi, puisqu'il a fini comme président de la République. Moi, député, quoi. Président de la commission président du Conseil constitutionnel. Quand même. Oui, j'étais président du Conseil constitutionnel, d'ailleurs. Puisque vous me parlez de Chirac, c'est effectivement lui qui m'a nommé, en me disant « Pierre, on t'a assez entendu à l'Assemblée nationale, tu gênes trop souvent nos amis politiques, alors allez, tu vas aller au Conseil. » Ça vous a plu, le Conseil constitutionnel? Oui, beaucoup. Je crois que ce que vous avez préféré, c'est de siéger avec Valéry Giscard d'Estaing. Oui, non, mais j'ai eu Giscard, effectivement, à ma droite, dans la mesure où je présidais. Ouais. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que je terminais pratiquement mon mandat quand Giscard est arrivé. Mais enfin, je l'ai vu à plusieurs reprises où il intervenait notamment dans la loi de finances. Brillant? Oui, moi je le connais bien, Giscard. Je l'ai même connu sur des skis puisqu'on a fait pas mal de skis ensemble. D'ailleurs, vous avez dit même même ici, fait faire le Mont Blanc en ski. Ici alors. même que sa femme skiait mieux que lui.
Comment? Sa femme, ce qui est mieux que lui, dites-vous. Je trouvais que son épouse vivait ce qui est beaucoup mieux que lui. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Alors, votre parcours, Pierre Mazot, il est singulier. Mais j'entends pas bien alors. Ah, je vais parler plus fort. Voilà. Hein? Votre parcours, il est singulier. Parce que vous, le gaullisme, vous avez commencé par être anarchiste. Oui. Vous l'êtes toujours aujourd'hui anarchiste? Bien sûr. Hein, c'est quoi l'anarchie? Être anarchiste. Eh ben, c'est d'aimer la liberté avant tout. Ouais. Vous avez été secrétaire général de la Fédération des jeunes anarchistes. Absolument. Et vous assumez toujours aujourd'hui cet engagement Bien anarchiste? sûr, mais j'écrivais même dans le Libertaire. Ouais. Bon, bah, c'était quand j'étais étudiant. Je suis resté au fond de moi-même. La liberté avant tout, c'est dans le frontispice de toutes nos communes, c'est la liberté. Voilà. Et puis, le défaut, le combat contre l'injustice. Vous Voilà. l'avez toujours en tête, en mémoire? Vous avez toujours en tête ce combat contre l'injustice? C'est important toujours aujourd'hui pour vous? Bah, bien sûr. La justice est une nécessité dans un monde comme celui dans lequel nous vivons. Et en France, nous sommes un état de droit où la justice signifie quelque chose. Voilà. Quels sont les personnages, on a parlé de Jacques Chirac, vous avez parlé de Jacques Chirac, les rencontres qui ont marqué votre vie et qui ont fait que vous êtes devenu une figure de la République? Oh ben celui auquel, bien sûr, je pense, c'est celui auprès duquel j'ai été le plus proche, c'est Michel Debré. Ça, je dois dire que le Premier ministre était un véritable homme d'État, ce que nous n'avons plus, hélas, aujourd'hui. Mais Michel Debré m'a appris beaucoup et c'est lui qui m'a lancé dans la vie politique. J'étais son collaborateur et je suis devenu peu à peu son ami. Et j'avais une affection profonde pour Michel, quoi. Et pour ses enfants? Oui, mais j'ai bien connu tous ses enfants. Qui ont fini par faire de la politique, hein? Bah, ils en ont fait, en ce qui concerne Jean-Louis, qui a quand même été député, ministre de l'Intérieur, et qui a également fini comme président du Conseil constitutionnel. Hein? Qui vous a succédé au Conseil constitutionnel? Il m'a succédé au Conseil constitutionnel, oui. Ouais. Un bon président? Oui, je le juge pas là-dessus. Parce que c'est grâce à vous, quelque part, qu'il est devenu juriste. Ben, je l'ai fait travailler quand il était jeune, c'était chez Michel qui me l'avait demandé. Et voilà, puis il a fait sa vie après. Encore une fois, il a été élu député. Et puis, bon, il a même été ministre de l'Intérieur, enfin. Et alors, président de l'Assemblée nationale. Et un bon président de l'Assemblée nationale. Ouais. Et puis après, il a fini au Conseil constitutionnel. De Gaulle. Il vous a reçu à 2 reprises, le général de Gaulle. À 2 reprises, j'ai été reçu par le général. J'ai évidemment ça comme souvenir profond. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et j'en garde un très bon souvenir. C'était l'époque où j'étais parti me lancer dans le Limousin, où j'étais candidat à Limoges. Et le général m'avait reçu à cette occasion parce qu'il y avait eu un référendum où en Haute-Vienne, qui était plutôt un département de gauche, le général l'avait emporté. Et puis j'avais vu le général au moment de son idée de modifier la Constitution et d'envisager l'élection du président de la République. J'étais venu lui dire que je n'étais pas d'accord et que je trouvais que c'était une ineptie. Quoi il m'a dit, je vous ai bien entendu, Mazot, ma décision est pratiquement prise. Alors, je le ferai. Il n'a pas dit je le ferai, il a dit ma décision est pratiquement prise. Ce qui veut dire à peu près la même chose dans l'esprit du général lui-même. Et Debré d'ailleurs était contre aussi. Debré était contre et c'est Michel Debré qui m'avait envoyé voir le général. Le général l'avait fait d'autant plus volontiers qu'il connaissait bien les membres de ma famille, notamment Léon Mazot qui avait été déporté à Buchenwald à la suite de résistance. Et Léon Mazot a été rentré dans le comité directeur du RPF, la formation politique que le général avait mis sur pied à une époque. 61 ans après le référendum du 28 septembre 62. Est-ce que vous considérez toujours, Pierre Mazot, que c'est une faute d'avoir fait ce choix de l'élection du président de la République
au suffrage universel. Oui, c'est une faute, je le dis. J'ai même été à une époque où j'étais le seul à le dire. Or, aujourd'hui, je m'aperçois que des gens, Dieu merci, intelligents, qui réfléchissent, y compris parmi les juristes et les professeurs de droit qui m'en voulaient beaucoup de mon attitude, aujourd'hui la partagent. Quand on voit ce qui se passe, où on ne pense sur le plan politique qu'aux élections présidentielles futures. À peine un candidat est-il élu, dès le lendemain matin, les journalistes sur toutes les radios parlent des successeurs éventuels qui vont se présenter. On le paye aujourd'hui ? Hein ? On paye aujourd'hui cette élection ? Mais oui, l'élection présidentielle est une erreur. Mais on ne reviendra jamais. C'est ce que je disais il y a encore quelque temps. Aujourd'hui, je change. Ouais. Quand je vois des gens qui étaient profondément contre moi, compte tenu de mon attitude, et notamment parmi les constitutionnalistes, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, regardez la gauche, où il y aura autant de candidats que de formations politiques, regardez la droite, où encore dimanche dernier, M. Darmanin a pratiquement annoncé que lui aussi irait. Mais où va-t-on ? Vers la catastrophe ? On va vers une ineptie dans la mesure où tous les hommes politiques de droite et de gauche considèrent que c'est le président de la République qui a tous les pouvoirs, alors que l'article 20 de la Constitution précise que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. C'est pas le président de la République qui détermine. Le président de la République, comme le faisait le général de Gaulle, il donne les grandes orientations. Respectons l'article 20 et revenons à un régime où le président de la République, je ne dis pas qu'ils doivent s'occuper uniquement des chrysanthèmes. Je reconnais que sur les affaires étrangères, et notamment comme chef des armées, qu'il est à l'heure actuelle dans la Constitution de 1958, revue en 62, mais je dois dire que au-delà des grandes orientations et au-delà des problèmes internationaux, au-delà des problèmes militaires, strictement militaires, il est incontestable que c'est au gouvernement à déterminer et conduire la politique. C'est un texte, l'article 20, tel que Michel Debré l'a écrit de sa main. Ça veut dire que Mitterrand, il a eu raison de parler de coup d'État permanent ? Oui, c'était une époque où, bon sûr, on s'exprimait sur le plan politique en fonction de ses idées et par là même de ses soutiens ou de ses oppositions. Moi, j'ai connu Mitterrand, j'étais pas d'accord toujours avec lui sur un certain nombre de choses, mais je dois dire qu'il avait quand même très bien compris ce qu'avait voulu faire le général dans la modification constitutionnelle de 62. Il avait très bien compris à l'époque ou après, quand il est devenu président ? Je parle de l'époque où il est devenu président. Je l'avais connu avant. Je l'avais connu comme député, etc., où il avait de grandes qualités. D'ailleurs, je me suis toujours très bien entendu avec lui, comme je suis entendu, on le sait bien, avec beaucoup de socialistes. Des gens comme Chevènement, dont j'ai été très ami, à d'autres. Bon, voilà. Et pourtant, chez vous, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, on a l'impression qu'il y a une quasi-haine des centristes. C'est vrai ou pas ? C'est pas la haine, c'est que, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est des gens qui me donnaient l'impression de ne pas avoir de conviction. Ah bon ? Un jour, ils votaient à gauche, et puis le lendemain, ils votaient avec la droite. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Hein ? C'est plus le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, non. Ils sont avec Macron. Oui, ils sont avec M. Macron, ils ont pris une position. Ouais. Encore que M. Bayrou, c'est ça, oui, c'est ça. Bayrou, oui. Eh bien, était tout à fait macronien. Il espérait un jour bénéficier de son soutien à M. Macron et de se trouver peut-être Premier ministre, comme il espère, et il l'espère encore. Il ne le sera jamais. Mais Bayrou, aujourd'hui, d'ailleurs, commence à dire « Ah, mais M. Macron, c'est quand même, attention, etc. » Alors qu'il y a encore 2 jours, il nous disait que c'était le plus grand président de la Ve République. En tout cas, il compte aujourd'hui dans la vie politique française. Il compte ? François Bayrou. Non. Non ? Il vaut rien. Ah bon ? C'est mon sentiment, vous me demandez. Non mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que je répète qu'il n'a pas de conviction. Ah bon ? Je considère que les gens du centre n'ont pas de conviction. Ils sont au centre, donc de temps en temps, ils vont d'un côté ou de l'autre. Et dans les autres partis ?
ils valent tous plus que Ah lui. bah, les autres partis, aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière, dans la mesure où, bien qu'il n'y ait pas eu de proportionnel pour l'élection législative, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est équivalent de la proportionnelle. Je ne suis pas pour la proportionnelle. Vous n'avez jamais été pour la proportionnelle. J'ai été Vous pour un petit peu de Ouais. proportionnelle. Et aujourd'hui, vous dites quoi? J'ai été pour un petit peu parce que je préfère que toutes les pensées politiques françaises soient représentées à l'Assemblée, et je les préfère dedans qu'en dehors. Et j'ai préféré M. Le Pen, et ça s'appelait le Front National à l'époque, soit dedans plutôt que dans la rue. Et quand il était dedans, Le Pen, eh ben on n'en parlait plus parce qu'il n'avait réussissait pas à l'Assemblée nationale. Voilà. Et sa fille, on en Donc parle il y a un beaucoup. curseur. Ouais. J'ai été à la commission dite Balladur, où j'étais vice-président à l'époque. J'ai été de ceux qui considéraient qu'un petit peu de proportionnel ne ferait pas de mal, parce que je préfère les gens qui sont excessifs de se trouver dans la maison à voter les Que dans la lois rue. que dans la rue. Que dans la rue. Vous êtes l'un des rares survivants politiques. Comment ? Vous êtes l'un des rares survivants de la Ve République à avoir connu les 7 présidents de la Ve. Ça, c'est vrai. On est-ce ne doit qu'il y a- plus être nombreux. Est-ce qu'il y a un point commun à avoir connu, à avoir travaillé aussi avec eux, hein? Est-ce qu'il y a un point commun, des points communs entre De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron? C'est difficile s'il faut s'arrêter sur chacun des Un point commun. Point présidents. commun, ou pas? Point commun, bon, c'est que d'abord, ils ont tous été élus. Et je pense qu'ils avaient quand même tous une notion même de l'État. Bon, enfin, J'ai dit je 7 n'ai pas présidents, dit c'est qu'ils 8 les présidents. même appliqués de la même façon les uns que les autres. Ouais. Et plus personne, même ceux que j'ai bien connus comme Georges Pompidou ou d'autres, n'approche le général de Gaulle. Le général de Gaulle était un homme, un très grand monsieur. Le nom de juin 40, ça signifie quelque chose dans l'histoire de France elle-même, tout entière. Mais c'est qu'il a prouvé qu'il était un homme d'État et un grand politique. Comment vous expliquez que ni Sarkozy, ni Hollande n'aient réussi à se faire réélire, alors que Macron a pu l'être? Oui, bon, ben ça, écoutez, ça dépend un petit peu de l'électorat qui change. Et la deuxième élection de Macron, en réalité, on s'était réussi que son premier mandat n'était pas non plus un échec, et que, bon, on a voulu éviter effectivement les extrêmes, et notamment Madame Le Pen, et je parle avant même le premier tour, et Monsieur Mélenchon. Donc, nombreux, dont j'ai été, ont voté Macron. Dès le premier tour? Hein? Dès le premier tour? Non, Non, non. Mais j'ai voté Macron au deuxième au tour. deuxième tour. Et qu'est-ce que vous... Ce qui modifie bien l'élection elle-même. Ouais. Hein? Dans la mesure où ils sont une multitude, ben, on va avoir de plus en plus d'abstention. Or, le fait qu'on ait l'abstention dans toutes les élections, quelles qu'elles soient, de plus en plus grand nombre, on l'a également pour les présidentielles, car n'oublions pas qu'au deuxième mandat de M. Macron, il y a eu une forte abstention, ce qui est un élément de plus pour rejeter un jour, peut-être, je ne serai plus de ce monde pour le voir, mais l'élection présidentielle. Et qu'est-ce que vous inspire la première année du second mandat d'Emmanuel Macron? Écoutez, moi je ne suis pas de ceux qui considèrent que M. Macron a tout faux, d'autant plus que ceux qui pensent que M. Macron a tout faux et le rejettent sont souvent ceux qui ont voté pour lui. Bon. Mais je dois dire que c'est un homme très intelligent, je le connais un petit peu, intelligent, mais que pour présider un pays comme le nôtre, il faut, aux côtés de son intelligence, avoir du bon sens. Il n'en a pas? Je n'ai pas dit qu'il n'en avait pas, mais il n'en a pas autant que je souhaiterais qu'il en ait. C'est-à-dire qu'en plus, il est sans doute mal entouré. Mal entouré par ses proches, par ses conseillers ou Par ses ses ministres? conseillers, par ceux qui l'entourent, ce qui l'amène à considérer qu'il a raison lui-même, seul, dans la mesure où ses conseillers, ceux qui l'entourent, ne font pas obstacle et ne lui font pas part. Monsieur le Président, vous envisagez ça, réfléchissez encore, parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Il n'ose rien lui dire. Alors il pense qu'il a raison.
Moi, je le comprends un petit peu dans ce sens-là, mais je n'approuve pas nécessairement les décisions. Et je dois dire qu'il a eu, évidemment, des difficultés énormes. Et puis, il a connu les gilets jaunes, il a connu le Covid, il a connu les retraites. Ça, c'est son gouvernement qui a commis les erreurs, parce qu'ils auraient dû quand même mieux communiquer, mieux nous expliquer. Vous étiez pour la réforme des retraites ou pas? Hein? Vous étiez pour la réforme des retraites ou pas? Je connais mal le fond du problème sur le plan purement juridique. Est-ce que la France avait besoin d'une réforme des retraites? Je pense qu'elle en a besoin, oui. Dans la mesure où je vois que tous les autres pays en Europe, dans le monde occidental tout au moins, a des réformes de retraite et que les gens travaillent à un âge qui est bien au-delà du nôtre. Donc Macron avait raison, enfin, mais ça c'est... Pas du vôtre. Ah, du nôtre au niveau de la population française, vous voulez dire? Oui, non, mais je veux dire que les autres pays, je les prends tous en Europe. Ouais. L'âge est plus âgé, et puis les hommes vivent plus longtemps. Bon, ceci étant, maintenant c'est fait, elle va s'appliquer, puis on verra bien. Mais non, c'est pas ce que je reproche à Macron. Je reproche au gouvernement d'avoir mal présenté les choses. De même que sur le Covid-19, je considère que le ministre de l'époque, il s'appelait M. Véran, je crois. Véran qui nous explique un jour, au début du Covid, qu'il ne faut pas mettre de masque, c'est des conneries. Et puis qui, quelques jours après, me dit, mais surtout, mettez un masque obligatoire. Tout ça, c'est pas normal. Mais quoi. Ça a évolué très vite. Personne ne savait qu'est-ce qu'il y avait derrière le Covid. Donc ça a beaucoup évolué, en France comme ailleurs. Oui, non, mais au début, on ne dit pas pas de masque, des choses comme ça. On n'affirme pas des choses tant qu'on ne sait pas. Alors, autre question, c'est l'actualité. La quoi? L'actualité. Oui, Emmanuel Macron, il va réunir la semaine prochaine les partis politiques représentés au Parlement et il envisage que ces discussions débouchent sur des référendums. Vous qui avez été... Ça, c'est vous qui me le dites qu'il envisage. Moi, j'en sais rien. Il n'a pas dit. Hein. Il a dit. Il a dit à qui? Dans le Point, notamment. J'ai pas lu. Je lis le Point, pourtant. Ouais, vous qui avez été président de la Commission des lois à l'Assemblée et président du Conseil constitutionnel, est-ce que vous y croyez à la possibilité d'organiser des référendums? Je crois au référendum. Il est dans la Constitution. Ouais. Bon. Mais il ne faut pas non plus en abuser. À ça, vous me répondrez qu'on n'en a pas abusé depuis un certain nombre d'années. Non, mais il est dans la Constitution. Donc oui, pour le référendum. Mais il faut savoir quoi. Parce que les gens, et c'est naturellement dans l'ADN des Français, quand on leur pose une question par voie de référendum, souvent ils ne répondent pas à la question, mais ils répondent contre le président de la République qui a souhaité le référendum. Autrement dit, ce n'est pas une élection référendaire pour le texte qu'on soumet, mais en réalité, moi je suis pas d'accord avec le texte, de toute façon je suis contre le président de la République, donc je vote contre. Donc ça veut dire que les référendums, c'est vous à l'échec? Suivant les circonstances politiques, oui. Mais alors, suivant les circonstances politiques, peut-être selon les sujets, par exemple, une partie de l'opposition, à droite, à l'extrême droite, réclame un référendum sur l'immigration. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Bon, ça, vous me posez une question délicate. Sur l'immigration, il est certain que on aura un débat à l'Assemblée nationale difficile, où on a encore des extrêmes, souvent radicalisés, qui sont d'une certaine violence pour défendre leurs propres idées. Pourquoi pas un référendum? Mais pas avec quelle question, hein? Mais il faut savoir que mettre dans le référendum, dans le texte qu'on soumettrait aux Français. Il faut y réfléchir. Ceci étant, là-dessus, on a bien deux opinions opposées dans notre pays. On en a qui considèrent qu'une immigration suivie de très près est quand même une nécessité, et d'autres qui refusent toute immigration. Et vous dites? Et vous dites quoi, vous? Moi, je dis qu'on a encore besoin d'une certaine immigration, dans la mesure où, bien sûr, on y prête une attention toute particulière, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Référendum sur l'immigration, c'est possible? Comment? Référendum sur l'immigration, c'est possible ou totalement infaisable? Oui, éventuellement, on peut le faire, mais enfin, il faut voir le texte tel qu'on le présenterait, c'est délicat. Hein. Alors, il y a d'autres sujets qui intéressent la vie quotidienne des Français, qui sont très importants, qui sont des dossiers à résoudre. L'éducation, la santé, la réforme institutionnelle. Là-dessus, on peut avoir des référendums? Sur la santé, je ne vois pas bien ce qu'on peut avoir sur le référendum.
il est certain que ça ne va pas très Sur bien. le la santé. remboursement des médicaments, enfin... Oui, certaines non, choses. d'accord, mais non. Non, on peut avoir évidemment un référendum sur la Constitution elle-même. Ouais. Alors, je ne sais pas quelles sont les idées de M. Macron. Vous me dites qu'il va recevoir les présidents de groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat pour parler de tout ça. Enfin, les partis politiques représentés à Les l'Assemblée. partis politiques. Donc, a priori, les chefs de parti. Mais donc, sur la réforme constitutionnelle, qu'est-ce que pourraient être les questions? Et comment vous envisagez-vous, puisque vous avez fait partie de la commission Balladur, aujourd'hui, 2023, une réforme constitutionnelle? Pourquoi faire? Autour de quel thème? Et autour de quel Moi, point? je vais vous dire, je considère qu'on a, dans la mesure où on les respecte à la lettre, Ouais. c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'article 20, Mmh. qu'on ne respecte pas la lettre de l'article 20, Mmh. c'est le président de la République qui détient tous les pouvoirs, parce qu'il est l'homme le plus légitime dans notre pays, puisqu'il est élu par l'ensemble des Françaises et des Français. Bien. Ce qui n'est pas le cas d'un parlementaire qui est élu en fonction d'une circonscription, dans une circonscription. Donc, qu'on revienne à la Constitution et que surtout on applique l'article 20, que le président de la République maintienne simplement les grandes orientations. Il le fait d'ailleurs dans la période de campagne s'il est élu. Mmh. C'est les 101 propositions de M. Mitterrand, c'est les propositions plus tard de M. Macron, d'accord? Mais on en reste là. Et après, on n'intervient pas dans tous les domaines. Or, c'est ça le problème de Macron. Dans la mesure où les ministres n'osent rien lui dire, c'est Macron qui fait tout lui-même et c'est pas au président de la République à tout faire. En conclusion de ce dossier référendum, proposition éventuelle de Emmanuel Macron, vous y croyez ou pas à cette possibilité d'interroger les Français par référendum? Et comment vous voyez, dans le contexte actuel, l'issue du quinquennat? Est-ce que vous croyez que, vu le contexte, vu la majorité dont il dispose, la majorité relative dont il dispose à l'Assemblée, Emmanuel Macron est en capacité d'aller jusqu'au bout de son mandat? Écoutez, je m'interroge parfois. Bien sûr, il a la possibilité encore de la dissolution de l'Assemblée nationale, Mmh. ce qui ne serait pas une très bonne chose à mon sens. Il a la possibilité, comme vous l'évoquez, de démissionner, enfin d'arrêter son mandat. Moi, je pense qu'il ira au bout, c'est-à-dire qu'il a encore 4 ans, et peut-être qu'il comprendra, avec un petit peu plus de bon sens, qu'il n'y a pas lieu d'annoncer sans arrêt des réformes, sans arrêt ceci et cela, qu'il vaut mieux, comme le disait Pompidou très justement, qu'on n'emmerde pas les Français et qu'on fasse le moins de lois possible. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron emmerde les Français? J'ai pas dit ça, j'ai mais la question repris l'expression de M. Georges Pompidou, mais effectivement, on a beaucoup trop de normes, on a beaucoup trop de textes, et par là même, on est plus ou moins perdu. Donc, il faut limiter le travail d'ailleurs du Parlement et avoir moins de dispositions. Aujourd'hui, on vote, puisque vous parliez de l'immigration, des textes sur l'immigration, alors que les dispositions d'un texte antérieur ne sont pas encore appliquées. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Bon. Il faut demander à ceux qui les proposent, notamment parmi les oppositions. L'état de la France, il vous inspire quoi, Pierre Mazeaud? Comment? L'état de la France aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire? L'état de la France? Ouais. Il me fait beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays et que mon pays n'est pas bien. Voilà. La santé ne va pas, alors qu'on avait il y a encore 30 ou 40 ans un des meilleurs modèles au monde. La justice ne va pas très bien à l'heure actuelle. L'éducation nationale, on se pose de plus en plus de problèmes et certains se demandent si les enseignants aiment encore leur métier. Et si vous voulez que je touche tous les secteurs, ça m'intéresse, eh ben tous les secteurs sont touchés. Donc rien ne va plus? Je n'ai pas dit que rien ne va plus, mais en tous les cas, rien ne va aussi bien qu'autrefois. Je ne veux pas tomber dans la nostalgie, ce serait une bêtise. C'était mieux avant? Hein? C'était mieux avant? Bah écoutez, quand même, me faites pas reparler du général, mais on avait un chef d'État et les choses allaient mieux. Quand même, souvenez-vous que même sur le plan financier, un beau jour, M. Michel Debré
a remis devant le général le dernier chèque qu'on devait aux États-Unis, à la suite évidemment des emprunts qu'on a pu faire pendant la guerre. Et depuis, il y a eu beaucoup de crises. Hein. Il y a eu beaucoup de crises, je sais, le monde c'est pas facile, on s'en aperçoit d'ailleurs, on a des crises pour lesquelles on ne sait rigoureusement rien, elles nous tombent sur la tête, mais il y en a d'autres, on voit les crises qu'on a à l'heure actuelle avec le Sahel, ce sont des crises qu'on aurait dû prévoir. C'est ce que je regrette des hommes politiques. Un homme politique est quelqu'un qui doit prévoir. Or, on ne prévoit rien, ça nous tombe directement sur la tête. Et là, vous parlez d'Emmanuel Macron, qui ne prévoit rien ou pas? Oui, mais monsieur Aziza, bien sûr, je parle du chef de l'État, des hommes politiques, quels qu'ils soient, qui ont des responsabilités au gouvernement ou qui sont des chefs de parti. Eux-mêmes, dans leurs projets, dans leurs propositions, ne prévoient pas. La force d'un général de Gaulle, d'un Georges Pompidou, c'est qu'il prévoyait les choses. Car un homme politique, ça fait partie des obligations de l'homme politique, c'est qu'il doit gérer tout en prévoyant ce qui va se passer. Puisque vous parlez de la politique étrangère de la France, puisque vous parlez du Sahel, un mot sur l'Ukraine. La guerre de Poutine en Ukraine, elle vous inspire quoi? Est-ce que vous êtes sur la position de Nicolas Sarkozy, par exemple, qui considère que la France a tort de livrer des armes à flux continu à l'un des belligérants, donc l'Ukraine, et pourfend les postures avantageuses de ceux qui appellent à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout? Et encore, il suggère la tenue de référendum encadré par la communauté internationale. D'accord. Il a raison ou pas? Ça demande quand même une réponse. Bien sûr. Ou alors sinon je m'en vais. Oui, bien sûr. Je vais vous dire une chose. Ouais. C'est vrai que je considère que Poutine s'est conduit de la façon la plus abjecte qui soit en entrant en Ukraine. Mais, contrairement à certains qui disent que Poutine est fou, moi je ne crois pas qu'il soit fou. Et engagé comme il est contre l'Ukraine, si le monde occidental n'aidait pas l'Ukraine, il y a longtemps que ça serait terminé. La guerre. La guerre, c'est pas simplement une opération spéciale, comme le dit Poutine. C'est la guerre. Monsieur Zelensky ne tient que compte tenu de l'aide, bien sûr, américaine et d'un certain nombre de pays occidentaux en Europe. Donc vous dites comme Nicolas Sarkozy, il faut arrêter. Mais non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais c'est une question. C'est pas vous qui répondez à vos questions. Non, je vous pose une vous me question. les posez à moi-même. Allez-y. Bon. Par contre, je considère que M. Poutine a le pays russe derrière lui. En dehors de certains intellectuels qui font de l'opposition et tout, mais sa propre opposition, il s'en moque comme de l'an 40. Donc il faut savoir que M. Poutine, ça lui est parfaitement égal de perdre 1 ou 2 ou 3 millions de personnes. Comme d'ailleurs M. Staline en avait perdu, lui, un peu plus, puisque c'était proche de 20 millions. Or, M. Zelensky ne peut pas perdre d'hommes. Et ne peut pas être seul si le monde occidental ne l'aide pas. Ce qu'il y a, c'est que ça pose un problème. Parce qu'au fur et à mesure où M. Zelensky a besoin, c'est vrai, d'armes, et de plus en plus sophistiquées, on pourra se demander si ça ne va pas servir Poutine, qui va dire « mais en réalité, les autres sont entrés en guerre contre moi ». On est quand même un peu sur la file du rasoir. Donc, il faut que Chinois, Américains règlent le problème, car ce sont les deux grands pays au monde qui ont des possibilités sur Zelensky, bien sûr, et également sur Poutine. Donc l'Europe est hors jeu. L'Europe, elle ne représente pas grand-chose. Bon, elle a un très beau parlement à Strasbourg, mais enfin, où il faut des années pour sortir des textes. Je ne suis pas toujours d'accord, je suis encore bien gaulliste, je ne suis pas en accord avec l'Europe telle qu'elle se fait. Alors, on revient en France avec une question aux juristes, à l'ancien président du Conseil constitutionnel. Et dans votre famille, vous aviez un ancien procureur général près la Cour de cassation, si je ne me trompe pas. Non, j'avais un ancien grand-père qui était premier président de la Cour de cassation. Premier président de la Cour de cassation. Oui, premier président de la Cour de cassation. François Molins, ancien procureur général près la Cour de cassation, parti à la retraite en juin après une carrière bien remplie dans la magistrature et aussi dans les cabinets ministériels. Il était directeur de cabinet de 2 ministres de la Justice, Michel Alliot-Marie et Michel Mercier, a pourtant des mots assez sévères pour les politiques, dont vous avez été, Pierre Mazeaud.
Les politiques sont-ils plus menteurs que les citoyens lambda, lui a-t-on demandé dans une interview récente au journal L'Indépendant. Réponse de Molins. En Corse, un proverbe dit qu'en politique, le vainqueur est le dernier à avoir menti. Est-ce que c'est une réponse digne de l'ancien plus haut magistrat français? Non, je ne comprends pas pourquoi Molins, que je ne connais pas d'ailleurs, Ouais. mais qui a fait toute sa carrière dans la magistrature et qui n'a pas été du tout un mauvais magistrat, je dirais même un bon magistrat, je vois pas pourquoi il dit des choses ineptes comme celle-ci. Des choses ineptes. Ceci étant, Ouais. je vous l'ai dit, faites-moi répéter des choses ineptes. Oui, Oui, là, oui, vous oui, êtes oui. content? Non, mais ça veut dire Bon, pourquoi vous dites alors, la paix. pourquoi vous dites des choses ineptes, c'est ça la question. Non, mais je veux dire, je vois pas pourquoi il a dit ça. Ceci étant, on pourrait dire, et on voit bien que un peu côté du politique, il n'y a pas tellement d'affection avec les magistrats. Ouais. Bon, eh ben on peut dire aussi des magistrats qui sont pas non plus particulièrement remarquables. Hein. Vous pensez au magistrat Je ne parle pas d'aujourd'hui de Molins au- lui-même, au mais ma- la magistrature vit mal. Ouais. On voit bien à l'heure actuelle, même si elles ont un ministre qui fait des efforts, sans aucun doute, qui a peut-être eu tort au début quand il a été nommé au gouvernement de continuer des procédures qu'il avait plus ou moins engagées avant. Mais enfin, peu importe, je ne veux pas rentrer Quand vous sur... parlez des magistrats, vous parlez de ceux d'aujourd'hui ou ceux de 40? Vous voyez à quoi je fais allusion? Oui, parce que bon, c'est le serment à Pétain. Ah, Pétain. Bon, Ah, d'accord. Il y a des magistrats, c'est vrai, qui ont prêté serment et qui ont été parmi les pilleurs et les meilleurs résistants qui soient. Alors, là aussi, il faut peser les choses, il ne j'entends faut pas votre réponse. être affirmatif D'accord. comme certains peuvent l'être. Ouais. Tous les magistrats, d'ailleurs, aujourd'hui, tout ça, on s'éloigne. Vous auriez dû me parler des magistrats sous Louis XV ou sous Louis, ou Louis XVI. Enfin, voyons. Je comprends. Bon. Vous êtes un gaulliste, Oui, et je le reste. un enfant de la République, Ça. et quelque part, un enfant de la Résistance. Pierre Mazot. Bah écoutez, je suis dans une famille Ouais. où ils ont tous été résistants. Mon père le premier, d'ailleurs, nous étions à Grenoble et il s'occupait beaucoup du Vercors. Alors, vous savez Ses pourquoi frères, qui étaient professeurs de droit, faisaient beaucoup de résistance, dont l'un était déporté. Enfin, je veux pas Alors revenir pourquoi je là-dessus. vous pose cette question? Que vous inspire cette montée des populismes qu'on constate en France et en Europe, notamment avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, en Italie par exemple? Montée Oui, des populismes alors en ça, Europe. c'est un danger. Ouais. C'est un danger qui a été préparé, je m'excuse de le dire, Par qui? un peu par les journalistes. Ouais. Mais oui, ils ont eu raison de dire du mal de Madame Le Pen qui n'était pas d'accord avec elle, mais ils étaient au téléphone pour la voir sur leur petit bureau. Bon, sans arrêt, c'était à celui qui en dirait le plus de mal. Voilà où nous en sommes. Et donc? Le danger, c'est l'extrême droite, également l'extrême gauche. Ouais. Bon, Vous mettez d'ailleurs, vous mettez. ça leur faisait plaisir de dire des bêtises sur Madame Le Pen qui ne vaut pas grand-chose, mais dire tout et n'importe quoi quand on est journaliste. Tous les journalistes ne sont pas comme je viens de le dire, Dieu merci, il y en avait de meilleurs. Mais ils ont peu à peu amené Madame Le Pen à se considérer comme martyr. Bon, elle est arrivée deuxième à la présidentielle. Et vous croyez à sa victoire? Et attention, Ouais. elle a du monde dans les communes, dans les départements, dans les régions. On ne fait pas suffisamment attention. Et aujourd'hui, on a même M. Sarkozy qui vient de nous dire « Oh, mais elle a changé profondément. Et vous dites quoi, vous? » Ah bon, moi je suis tout à fait contre le Front National, ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Je continue, j'ai toujours été contre Le Pen, on le sait. J'ai eu même des batailles physiques avec lui. Je ne veux pas revenir avec... Est-ce que vous parlez, vous avez dit extrême gauche, extrême droite, extrême gauche. Vous mettez un signe égal entre l'extrême droite et l'extrême gauche, entre Le Pen et Mélenchon, ou pas? Ah ben, ils n'ont pas les mêmes idées. Ouais. Mais enfin, ils sont dans leurs idées radicalisés les uns comme les autres. Un petit peu de réflexion quand même. On a vu ce qui se passait à l'Assemblée nationale, où là, je dois dire que l'extrême droite a été plus calme que l'extrême gauche. Mais enfin, les injures. Moi, de mon temps, à l'Assemblée nationale, on s'engueulait dans les débats, mais c'était pas ça. Quand je vais à l'Assemblée, je vois qu'ils se parlent pas entre eux, et que de temps en temps, quand on rencontre un type de droite avec qui je discute, rencontre un type de la NUPS, le type de la NUPS lui dit mais j'aurais ta peau, sale con, enfin, etc. C'est pas possible, des choses comme ça. C'est pas possible. Il faut revenir à une assemblée correcte.
Autre question, rentrée politique aussi. Cette rentrée politique 2023, Pierre Mazot, elle est marquée par les polémiques autour de la présence du rappeur Medine aux universités d'été des écologistes, ELV, et de LFI. On va rappeler le contexte. Medine. Oui, non, mais je sais, non, comme mais pour nos l'histoire, auditeurs, j'ai pas besoin que vous pour me la nos rappeliez. auditeurs. Oh, Pédigré, merde. il a un pédigré, un parcours sulfureux. Medine, il a fait des raps contre la laïcité. Nous sommes d'accord. Mais c'est pour nos auditeurs. Il a soutenu fréquenter les antisémites Dieudonné, Kémy Seba ou Ouria Boutelja, le prédicateur et frère musulman Tariq Ramadan. Cerise sur le gâteau, son dernier tweet antisémite visant l'essayiste Rachel Kahn, juive et petite fille de déportés, qu'il a qualifié de rescampé. Bon, vous avez fini la lecture, je peux répondre? Non, je vous pose la question. Ah bon, continuez la Est-ce qu'il a lecture. sa place dans les réunions politiques aux côtés des amis de Jean-Luc Mélenchon et des dirigeants écologistes? En clair, est-ce qu'on peut débattre de l'antisémitisme avec un personnage qui a tenu des propos antisémites, même si aujourd'hui... Je réponds il dit- non. Hein? Je ne le connais pas. Ouais. Et vous Je vais vous répondez- dire, je suis contre tout racisme. Ouais. C'est un homme qui dit des folies. Mmh. On vient de le voir dans Et qui cette dit affaire. je m'excuse. Et après. qui, le lendemain, Ouais. s'excuse Ouais. pour recommencer le surlendemain. Ouais. Donc je dis non. Non quoi? Eh ben, je dis non à ce monsieur, je sais pas comment il s'appelle, là, le rappeur. Ouais. Je dis, Medine. on aurait pu entendre cet homme-là parler. Donc, D'ailleurs, il me rend service, Ouais. dans un certain sens. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'en parler vous-même, d'ailleurs, Ouais. dans la mesure où il tue définitivement la NUPS. Ouais, vous croyez? Il y a qu'à voir ce qui se passe à Valence, Ouais. où des élus de la NUPS qui sont maires, même des députés qui refusent d'aller à Valence Ah. parce qu'ils n'acceptent pas que madame la NUPS, la tonnelier ou je sais pas Là, qui, vous parlez du Havre. ait invité monsieur le Vous parlez rappeur. du Havre et des écologistes. Moi, je suis Donc- pas d'accord. Alors, qu'il fasse une connerie scandaleuse, on doit le condamner, mais qu'il demande pardon en disant « je me suis trompé, c'est un excès, il ne faut pas m'en vouloir », et qu'on prenne ça comme un remords de sa part, alors que le surlendemain, il recommence, et il en fait encore plus. Une faute, une erreur grave de la part de LFI et des écologistes. Mais bien sûr. Hein? Ça marquera. Mais oui, mais ça les tue, alors ça peut m'arranger. Ça les tue. Ah ben, on n'a qu'à voir ce qui se passe à Valence. Hein. Là, vous parlez du Havre. Et On va bien Et voir qu'est-ce- ce qui va se passer aux prochaines élections Ouais. européennes, où chacun va présenter son candidat, sa liste. Qu'est-ce que ça dit de l'écart de la gauche, en clair? Comment l'antisémitisme, qui était une caractéristique plutôt de l'extrême droite, a-t-elle pu ainsi contaminer la gauche? Oh, c'est plus compliqué que ça. Moi, je vous dirais une chose. Hmm. Je considère que le Parti socialiste et le Parti communiste ont été des grandes formations politiques dans notre pays. Il y a eu des avancées sociales incontestables. Ces partis ont perdu leur électoral depuis un certain nombre d'années, et on le voit aujourd'hui. Hmm. Et on le voit au travers de la NUPS, qui va chercher un électorat qui n'est plus l'électorat ouvrier qui est allé au Front National. Aujourd'hui, leur électorat, c'est celui, puisque vous parlez d'antisémites, de ceux qui sont effectivement des migrants et dans les banlieues. C'est l'électorat que cherchent à l'heure actuelle ces gens-là. Certains sociologues disent le nouveau prolétariat. Hein? C'est le nouveau prolétariat. Ça, c'est sûr. Et Alors que c'est au Parti communiste. Et moi, j'aime beaucoup le secrétaire général François Roussel, qui nous explique, François Roussel, Fabien Roussel, qu'il pardon. faut manger un bon steak avec Ouais. un bon verre de pinard. Ça me plaît. Eh bien, Roussel, il a perdu son électorat populaire, il faut qu'il le retrouve. Deux dernières questions, Pierre Mazot. 94 ans, ça pèse l'âge? 94 demain. Ouais. Et ça pèse l'âge? L'âge, ça pèse pour vous? Ça pèse? Oui. Ah ben, bon, on est dans la dernière décennie de toute façon. Ouais. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Puis c'est tout. J'ai eu la malchance de ne pas me tuer en montagne. Je dis la malchance parce que c'est une belle mort. Ça m'est pas arrivé. J'en ai perdu quand même plus d'une quarantaine de copains. Ça pèse. Je vais mourir dans mon lit et ça me fait pas un grand plaisir. Et quand vous partirez, puisque vous parlez de ça, Pierre Mazot, Oui, ça qu'est-ce c'est... que vous voulez qu'on retienne de vous? Bon, que j'ai aimé la vie. Voilà. La montagne,
La politique, je parle pas de la politique dans les partis, là, être chef de ceci, cela. Moi, j'étais incapable, d'ailleurs. Mais la politique à l'Assemblée nationale, j'ai eu le bonheur d'être à la commission des lois. C'était... Bon, voilà, quoi. Mais qu'on retienne de moi, rien du tout. Moi. Et puisqu'on parle de vie et de mort, Pierre Mazot, avant de conclure, je voudrais dédier cette émission de rentrée à 2 amis qui nous ont quittés. Le journaliste Gérard Leclerc Oui. et l'économiste Daniel Cohen, qui chacun dans leur domaine incarnaient l'excellence, la passion, l'intégrité, la culture, la soif de savoir et de transmettre. Ils resteront dans nos mémoires. Je sais que vous avez connu Gérard Leclerc Oui, et son beaucoup. papa. Hein. Bah oui, je l'ai connu même avec vous, d'ailleurs, à l'Assemblée, la radio, etc. Oui, non, c'était un garçon d'une honnêteté rigoureuse, un excellent journaliste. Et puis en plus, il était gentil, sympa, quoi. Non, moi j'aime bien, j'ai beaucoup d'amis journalistes. Vous en êtes un de ceux, de ce nombre. Mais enfin, des fois, vous m'emmerdez tellement que... Et en tout cas, je dédie cette émission à ces 2 hommes, Gérard Leclerc, Daniel Cohen. Merci en tout cas, Pierre Mazot, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir partagé cette mémoire, votre mémoire de la Ve République. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. C'est vous, cher Aziza, que je remercie. Merci, Pierre À Mazot. bientôt. Merci, à bientôt.